Audio Jungle. Lundi 19 juin 2017, voilà, venez mes très chers téléspectateurs. J'espère que vous êtes très heureux de nous retrouver autant que nous avons à partager ce moment avec vous qui, vous le savez, débute tous les jours du lundi au vendredi de 5h55 à 7h30 avec, comme tous les lundis, principaux piliers, économie, politique et puis tout ce qui va rythmer, bien sûr, ce premier rendez-vous. Bienvenue encore une fois et surtout bon réveil avec nous. Bonjour Eva. Bonjour Marco, bonjour chez vous. Bienvenue encore une fois sur RTI 1. Merci de nous rejoindre. C'est avec un grand plaisir que nous entamons la semaine en votre compagnie. Comme tous les lundis, vous le savez, nous avons un programme très riche et très édifiant. D'abord, nous aurons la chronique sport avec le sieur Serge Dacoury. Beaucoup de choses se sont passées cette semaine, il nous en fera le point complet. Et puis, dans l'instant vérité signé Gabriel Zani, on aura le grand plaisir de recevoir aujourd'hui M. Nyamien Konan, ex-président de l'UPC. Il nous dira donc ce qu'il en est de lui et de sa carrière politique. Et puis, bien évidemment, en économie, en fin d'émission, ce sera donc dans la thématique, il sera question de passer de très petites entreprises à PME. Et ce sera avec messieurs Quadio Noël Guesson qui est formateur et monsieur Michael Kofi qui est lui entrepreneur et qui a réussi ce pari ô combien risqué et pas du tout évident. Et puis nous aurons bien évidemment la gym, nous aurons nos différents reportages et nos commentaires. Et puis vous le savez, l'épine dorsale de cette matinale, c'est l'information. Donc aux environs de 6h30, un peu avant 6h30, vous aurez donc à 6h30 précise, vous aurez donc le JT, la première session d'information de la journée et puis la revue de presse. Mais avant tout, nous recevons Fatim Djedje pour sa titrologie. Bonjour Fatim. Bonjour Eva, bonjour Marcelin, bonjour à vous. L'homme du jour, c'est incontestablement M. Henri Konan Bédié, suite à l'interview qu'il a accordée à Jeune Afrique ce week-end. Mais on commence avec le chef de l'État, de retour en Côte d'Ivoire. Et Fraternité Matin vous propose de faire le point sur ses différents déplacements. Son entretien avec Emmanuel Macron, le sommet du G20 Afrique et sa rencontre avec le Parlement européen. Et selon le quotidien, les Ivoiriens ont boudé la marche de colère de Pascal Afine-Guessant. Nord-Sud affiche à sa une les trois personnalités politiques qui comptent dans le pays, sur lesquelles Jeune Afrique a récemment écrit des articles, à savoir Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Guillaume Soro. Le journal revient aussi sur l'inhumation de Cheikh Tioté hier à Williamsville. Le Sphinx de Daoukro est aussi en une de l'Inter et affirme que Soro n'est pas intéressé par 2020. Et on apprend qu'un conseiller du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été démis de ses fonctions après avoir soutenu Soro dans l'affaire Jeune Afrique. On reviendra sur ces deux informations lors de la revue de presse. On retrouve Henri Konan Bédié, aussi en une de Soir Info. Toujours au sujet de son interview accordée à Jeune Afrique, il réaffirme que le PDCI aura bien un candidat en 2020. Et on apprend que des ex-combattants ont été tabassés par leurs camarades à Bouaké. L'Expression vous propose un formidable reportage sur ce que vit San Pedro avant la réhabilitation des voies, le calvaire des populations et comment le gouvernement compte sauver la région. L'Intelligent d'Abidjan maintenant propose un reportage sur la première édition de la Nuit du football en dehors d'Abidjan. C'était au Burkina Faso et il y avait du beau monde comme vous pouvez le voir sur la couverture. Et on finit avec Notre Voix qui consacre sa une à la marche de la colère du FPI et titre « 7 km sous la pluie pour dire non à Ouattara ». Le détail des articles, c'est tout à l'heure aux alentours de 6h20, juste avant le journal. Merci Fatim, donc, qui s'occupe de la revue de presse également, de l'horloge de cette émission. Elle est très précise. 6h20, ce sera quoi 6h20 hein 6h20, 6h40, ça dépend. Merci en tout cas à vous d'être avec nous tous les jours. Bon réveil. Merci de débuter la semaine en choisissant RTI 1. Nous sommes en direct, vous le savez, c'est tous les jours comme ça en direct d'Abidjan sur RTI 1. Aujourd'hui, donc ce 19 juin, nous avons deux journées que nous célébrons dans le monde. La journée internationale pour l'élimination de la violence sexuelle en temps de conflit, c'est tous les 19 juin.
très important quand on sait tous ces conflits qui braisent notre très cher continent et bon nombre d'endroits dans ce monde. Et puis aussi, nous avons la journée mondiale contre la drépanocytose. C'est un mal vraiment qui fait de plus en plus de dégâts dans nos pays en voie de développement, chez nous en Côte d'Ivoire, notamment dans une partie très précise de notre pays. Nous allons revenir là-dessus tout à l'heure. Mais avant, vous le savez, il est un peu plus de 6 heures. La météo à Abidjan est cool, à l'instar de toutes les poches climatiques de notre pays, avec une température qui va osciller entre 24 et 29 degrés en cette première période. La première période, c'est donc la matinée. La seconde période, c'est l'après-midi. Et pour l'après-midi, on aura des températures qui vont évoluer juste un peu, alternance d'éclaircies et de pluie assez fine ou forte. Ce sera selon votre situation géographique. La gym, ça fait du bien pour commencer la journée. La preuve. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un super week-end. Hier, c'était la fête des pères, donc je profite pour souhaiter bonne fête à tous les papas de Côte d'Ivoire. Je sais que les mamans nous ont préparé de super plats, ok? Donc on a sans doute dû accumuler un peu de gras au niveau de la sangle abdominale. Donc notre séance du jour va porter sur les abdos. Comment faire pour avoir un ventre, je dirais, plat. Donc c'est ce qu'on va faire directement en se mettant sur le tapis. Allez, on s'allonge, on tend les bras au sol, la nuque au sol. Ok. Et on va balancer les jambes de gauche à droite. Là. 1, 2, 3, 4, 5. Fixez le plafond. 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Alors, le prochain exercice qu'on va faire, on va déplier légèrement les jambes, ok? Et on va essayer d'aller toucher les chevilles avec les mains. Là. 1, 2, 3, ok? On essaie d'en faire 15. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, courage, 6, 7, 8, encore, 9, 10, aidez-vous des bras pour avoir un élan, 1, 2, 3, 4, 5, 4, dernier, et 5, super. Alors, prochain exercice, gainage latéral dynamique, ok, allez, on monte là, on met la main sur le côté et on remonte là. On en fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Pour ceux qui peuvent pas réaliser ce mouvement comme ça, n'oubliez pas, vous pouvez juste poser le genou au sol, ok, et vous partez là. 1, 2, ok, jusqu'à 10. Allez, on part de l'autre côté. Allez, on fait pareil, le même mouvement. Allez. 1, 2, 3, courage. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On s'éponge un peu. Voilà. Continue. 100 ans de repos. Cette fois-ci, on se met sur le dos. On s'allonge là. On met les mains plats. On va lever les jambes. Essayer d'aller plus haut. Là. 1, 2, 3. On essaie d'en faire 10. Allez. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus haut. 8, 9. Ok, super. Le prochain exercice qu'on va faire, encore, toujours, pour garder notre enchaînement. Là, le ciseau, tout petit. Allez, 1, 2, 3, 4. On regarde les pieds. 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Le prochain exercice, donc, pour continuer notre enchaînement, on va faire le ciseau. Allez, là. 1, 2, 3. On regarde les pieds. 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, encore 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, on bloque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 5. 1, 2, 3, 4, 5. On tend les jambes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Super. Le dernier mouvement que je vous propose, le gainage facial. OK, pour terminer cette petite séance d'abdos. Allez, on tient 20 secondes. 1. Gardez la sangle abdominale bien contractée, contractez tout le corps lorsque vous faites ce mouvement. OK. Les épaules, les abdos, on fait rentrer le nombril. Allez, le fessier aussi est bien contracté. Tenez bon. 5, 4, 3, 2 et 1. Super. Allez, on s'assoit. Super. J'espère que vous avez apprécié cette séance d'abdos. Alors, répétez ces exercices chez vous à la maison. Je suis sûr que ça vous fera le plus grand bien. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour une autre séance de gym. D'ici là, gardez la pêche. Allez, ciao. Voilà, merci au coach Fabrice que vous retrouvez donc tous les matins dans votre matinale préférée. Bien évidemment, la 25e semaine de l'année commence bien. Aujourd'hui, c'est le 170e jour déjà. Ah oui, ça file. Il n'y a pas longtemps, on fêtait le premier jour donc, de l'année. Aujourd'hui, nous en sommes déjà au 170e. Et nous allons souhaiter une excellente fête à toutes celles qui se prénomment Micheline. Les gens profitent pour faire un coucou à Sangaré Micheline, au Romuald également et au Gervais. Et puis, bien évidemment, on va faire un bisou à Kwasi Gervais, donc de l'équipe nationale qui est fêtée aujourd'hui. Alors, ça me permet de faire une transition un peu facile, mais tellement tentante vers le sport, pour dire bonjour à notre invité. Bonjour Eva. Bonjour, comment vous allez? Bonjour Marcelin, Eva est magnifiquement habillée. Merci. On parlera de sport avec vous, notamment d'omnisport, de taekwondo, d'athlétisme et de football. Jingle. L'instant sport, l'instant Dacoury, c'est maintenant à 6h et bientôt 10 minutes partout en Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous. 7 ans direct avec toutes les vibrations du sport ce week-end. On va progressivement aller vers le football avant de l'athlétisme, le taekwondo, mais avant l'omnisport. Serge Dacoury, bonjour. Bonne fête des pères. Merci. J'espère que vous avez reçu beaucoup de cadeaux. Ouais, malheureusement, pas beaucoup, mais une chemise d'une marque du côté des deux plateaux. Ah, d'accord. Une chemise qu'on porte très souvent les dimanches. C'est déjà ça. Alors, nous allons commencer tout de suite par un séminaire initié par le ministère des Sports sur la recherche de financement pour les activités sportives. Et Dieu sait que cela se raréfie de plus en plus. Effectivement, l'État ne peut pas tout faire. Eh bien, le ministère des Sports et des Loisirs a initié depuis la semaine dernière un séminaire amenant tous les acteurs du sport pour réfléchir sur les moyens d'avoir des moyens substantiels pour aider l'État dans les financements des compétitions. Vous savez, il y a plus de 38 fédérations du football à l'Othello, en passant par le rugby, le handball, le basketball. Eh bien, les besoins du sport sont énormes. Par conséquent, le ministère, par son directeur de cabinet, M. Moumouni Silla, a invité les acteurs du sport à trouver des voies et moyens pour trouver les moyens auprès du secteur privé et de la fiscalisation et tout. Donc, une réflexion a été faite du côté de Bassam pendant 3 jours pour trouver les moyens additionnels permettant donc de pouvoir trouver des financements aux activités sportives. On parle d'une enveloppe de 150 milliards que l'État peut dégager. Or, les besoins du sport sont 2 fois plus. Alors, une réflexion a été faite en présence des experts venus de plusieurs pays, de France, de la Belgique, du Maroc et autres. Et ceux-ci sont venus exposer pour montrer les voies qu'ils utilisent dans leurs pays respectifs pour trouver des moyens additionnels pour aider les fédérations sportives. Eh bien donc, une réflexion a été faite du côté de Bassam pendant 3 jours. D'ici là, le ministère va sortir une monture qui permettront aux activités sportives d'avoir des moyens additionnels, les voies et moyens pour trouver, car l'État, la manne financière, l'État, eh bien, l'État ne peut pas financer toutes les compétitions. Eh bien, la réflexion va sortir et d'ici là, ils auront donc des pistes à pouvoir découvrir pour trouver des moyens additionnels pour aider toutes nos fédérations sportives engagées dans les compétitions internationales. Cela s'est passé pendant 3 jours du côté de Bassam. Très bien. On passe à un art martial à présent, c'est le taekwondo, où 17
taekwondoïne, c'est comme ça que ça se dit. Oui. Hein. Voilà, hommes et dames ivoiriens ont quitté le sol ivoirien. Oui, effectivement, la Coupe du Monde de taekwondo aura lieu à Moujou du 22 au 30 juin prochain, avec ensuite l'Open de Corée. Eh bien, nos taekwondoïnes ont quitté la Côte d'Ivoire pour aller participer à cette compétition. On sait que la Côte d'Ivoire est un pays phare du taekwondo. La preuve, 2 médaillés olympiques en 2016, Cissé Cheikh Salah dans la catégorie des moins de 57 kilos et Gbagui Ruth ont honoré la Côte d'Ivoire en obtenant des médailles d'or respectives et de bronze. Eh bien, ils vont à la Coupe du Monde, aidés dans cela par au moins les autres taekwondoïnes qui font partie de la team ivoirienne. Logbo Peken, Bané Seydou, Kone Mamina et autres, sous la houlette du directeur technique Tadjou, ont pris le vol hier pour Moujou dans l'Asie et ensuite l'Open de Corée. On espère que nos taekwondoïnes qui nous ont habitués à faire voler haut le drapeau reviendront avec des médailles dans cette compétition. Donc, bon vent à nos taekwondoïnes qui ont quitté Abidjan, l'aéroport Félix Houphouët-Boigny hier, pour aller défendre les couleurs ivoiriennes à Moujou et aussi à l'Open de Corée d'ici la fin du mois de juin où les compétitions vont s'y dérouler. Instant Diamond League à présent avec bien sûr Muriel Auré qui retrouve ses jambes de vigueur. Oui, meeting de Stockholm, c'est du côté de la Suède, c'était le week-end dernier samedi. Eh bien, la gazelle de Beaunois s'est illustrée de belle manière. Oui, sur la piste de Stockholm, Muriel Auré a pulvérisé un record de 200 mètres en dames, 22 secondes 68 centièmes. Tel a été le record établi par Muriel Auré. Bonne nouvelle donc pour l'athlétisme ivoirien. Muriel Auré à la Diamond League, à la 5e étape de Stockholm en Suède, eh bien, est sortie leader. On espère que de performance à performance, elle pourra être là d'ici le championnat du monde qui est prévu dans 2 mois. En tout cas, Muriel Auré, sur le toit du monde, c'était à Stockholm le week-end dernier, 22 secondes 68 centièmes sur le 200 mètres. Et on finit avec le foot. On va commencer d'ailleurs par le dernier chapitre du drame qui a frappé le football ivoirien. Oui, la Côte d'Ivoire est en deuil sur le plan sportif et sur le football particulièrement. Depuis le 5 juin dernier, un guerrier, un milieu de terrain défensif qui s'est illustré avec l'équipe nationale, nous a quittés avec son club de Beijing Enterprise en 2e division chinoise. J'ai nommé Cheikh Tioté Ismaël. Eh bien, Cheikh Tioté a su son corps qui est revenu à Abidjan il y a quelques jours. Et hier, ça a été le grand moment de séparation. D'abord à Ivosep, ensuite à la mosquée de la Riviera et l'ultime séparation du côté du cimetière de Williamsville. Que son âme repose en paix. Il aura marqué le football, d'abord en Belgique, avec le club de Roda, ensuite à Twente. Par la suite, il a joué à Newcastle et c'est l'imam de Newcastle qui est venu personnellement faire la prière pour Cheikh Tioté du côté de la mosquée de la Riviera. C'était un homme pieux, un homme de devoir, un joueur de caractère qui aura permis à la Côte d'Ivoire en 2015 à Baté et à Malabo de gagner cette 2e Coupe d'Africaine. En tout cas, tout un monde fou, tout un monde important s'est déplacé, les autorités politiques et le monde du sport. On a vu Hervé Renard venu du Maroc qui a participé au funérailles, qui était là, et tous ses amis internationaux étaient là pour accompagner Cheikh Tioté Ismaël dans sa dernière demeure. Hier, ça a été le moment ultime de séparation pour l'enterrement de ce valeureux guerrier qui a porté haut les couleurs ivoiriennes et qui nous a permis de connaître des moments de joie. 2015, c'était Bataille Malabo, consécration. Champion, repose en paix. On va continuer en quittant cette note triste pour parler de la 25e journée et revenir aux compétitions domestiques. Eh bien, 25e et avant-dernière journée du championnat de Côte d'Ivoire, eh bien, l'ASEC Mimosa, avant-terme, est champion de Côte d'Ivoire grâce à sa victoire obtenue samedi dernier au Stade de la Paix de Bouaké, 1-0 sur l'équipe de Williamsville Athletic Club. Un but à la 78e minute de Bansé Aristide, l'international burkinabé, qui a marqué son 12e but, permettant ainsi, avant terme, à une journée de la fin, d'obtenir le 25e titre de son histoire pour l'équipe de la SEC Mimosa. Il faut savoir que depuis 6 ans, la SEC était sans titre, dominé par des clubs de l'intérieur comme le CW Sport de San Pedro et ensuite par l'AS Standard. Cette fois-ci, c'est fini. Roger Wagner et son équipe sont sur le toit du football ivoirien grâce à leur victoire obtenue sur le WAC de Williamsville 1-0. Il y a eu d'autres matchs au même moment en Côte d'Ivoire. Avant le match de 18h à SEC-WAC, l'Africa, le rival, a battu l'équipe de l'Asie 1-0. Le lendemain, au Stade de la Paix à Bouaké, le Stade d'Abidjan a disposé du Sporting Club de Gagnoa 2-0. Tanda a fait de même en battant la JCAT 2-0. Le CW s'est débarrassé difficilement de Denguele 3-2. SOA San Pedro
0 but partout. En tout cas, on connaît les deux équipes, malheureusement, qui vont quitter la Ligue 1, c'est-à-dire la JCAT et Denguélé, sont condamnés à la relégation quand la SEC va être champion et va donc défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire en Ligue des Champions, accompagné par le WAC, accompagné par l'AS Standa. Et je crois que l'Africa jouera la Coupe de la Confédération. D'accord. Merci beaucoup à vous, Serge Dakouri. Ça a été un plaisir. C'est vraiment la fin de cette intervention qu'on attend toujours le lundi avec beaucoup d'impatience. Je rappelle que Serge Dakouri est avec nous sur ce plateau le lundi pour parler sport, bien sûr, mais également sur Radio Côte d'Ivoire où il intervient au niveau 88.00 avec la matinale tous les matins de 7h20 à 8h. Et à ce propos, nous saluons tous nos confrères du groupe RTI dans la matinale, tant sur Radio Côte d'Ivoire que sur Fréquence 2. Merci en tout cas de faire confiance au groupe RTI pour vous réveiller. Vous faites bien. Nous allons maintenant aller à la revue de presse avec notre journaliste maison, Fatim Djidji. Elle promène chaque jour, vous le savez, son œil inquisiteur à travers donc le dédale de tous ces journaux que nous offre la dynamique et valeureuse presse ivoirienne. C'est maintenant la revue de presse. Miss Fatim Djidji, on the place to be. C'est parti. J'en profite aussi pour saluer nos confrères de Radio Côte d'Ivoire et la grande matinale de Rachel. Allez, on commence avec l'éditorial de Karim Ouali à lire dans Nord-Sud. Les années passent et se ressemblent. À chaque saison de pluie, son lot de désolation. Et oui, à chaque saison de pluie, donc ce lot de désolation, les archives sont là pour nous rappeler fatalement que les problèmes causés par ces pluies sont loin d'avoir été résolus depuis longtemps. Il y a 3 ans de cela, au mois de juin 2014, les intempéries avaient causé la mort de 23 personnes au total. Le gouvernement, par la voix de la ministre Afoussiata Bamba Lamine, avait annoncé le dédommagement de chaque famille éplorée à hauteur d'1 million de francs par victime et ainsi que des dons de vivres et non-vivres. Afin d'éviter la répétition de ces inondations, 4 décisions majeures avaient été rendues publiques par le gouvernement. 3 années après, presque jour pour jour, on est en droit d'attendre le bilan de ce qui a été entrepris. Les personnes morales et physiques qui étaient censées mettre en œuvre ces actions sont-elles allées jusqu'au bout ? S'interroge l'article. Aujourd'hui, et plus que jamais, le gouvernement doit prendre ses responsabilités. On peut également appeler les populations à éviter des attitudes qui frisent l'irresponsabilité quand on déverse des tonnes de déchets dans les caniveaux et des bouches d'évacuation. Quand on construit sur des ouvrages d'assainissement, on ne doit pas s'attendre à ce que l'eau de pluie ruisselle au-dessus de nos têtes, nous dit donc l'éditorial. On change de sujet avec l'interview exclusive d'Henri Konan Bédié, parue dans l'édition actuelle de Jeune Afrique et reprise par Soir Info ce matin. C'est sans détour que le président du PDCI affirme qu'en 2020, le candidat du RHDP sera issu de son parti. Le chef du deuxième parti politique ivoirien se refuse à avancer le nom d'un futur candidat, mais ce ne sera ni lui, il n'a plus la force du jeune homme qu'il fut, confie-t-il, ni Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Il n'est pas intéressé par 2020, il me l'a dit, assure Henri Konan Bédié. L'ancien chef rebelle peut néanmoins compter sur le soutien du président du PDCI. Il est mon protégé, affirme donc Henri Konan Bédié. On parle encore de Jeune Afrique et des dommages collatéraux, cette fois-ci de l'éditorial de Marouane Benyamed, à charge contre le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Selon l'Inter, Alphonse Soro, conseiller à la primature, a été démis de ses fonctions pour avoir réagi sur les réseaux sociaux. Selon lui, sa hiérarchie lui a aussitôt demandé de remettre sa démission, ce qu'il a fait le 12 juin 2017. Cette décision a été actée par arrêté du Premier ministre le 14 juin 2017. Ce dernier exprime toute sa gratitude au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour cette brève collaboration et lui souhaite un plein succès. Il tient par contre à s'excuser de ceux qui n'auraient pas compris sa réaction suite à l'éditorial donc de Marouane. Je le cite. « J'ai tout simplement estimé qu'il ne fallait pas rester de marbre lorsque le journaliste Marouane, en plus d'insulter le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, s'est clairement et nommément attaqué aux ex-forces nouvelles auxquelles j'ai appartenu, nous dit-il. » Allez, on change de sujet cette fois-ci avec l'intelligent d'Abidjan qui nous dit que la pluie qui s'est abattue sur Abidjan dans la matinée de samedi 17 juin n'a pas émoussé la détermination des militants du Front populaire ivoirien à faire leur marche. Les militants de l'ex-parti au pouvoir et ceux de ses alliés de l'Alliance des forces démocratiques se sont rassemblés pour, disent-ils, dénoncer les abus et la mauvaise gestion du pouvoir et pour exiger entre autres la libération des prisonniers politiques et le retour des exilés
politique. L'itinéraire de la marche était l'axe Trècheville, gare de Bassam à Adjamé, place des Martyrs, un tronçon long de 5 km à peu près. Environ 1000 personnes ont donc participé à la marche selon les organisateurs et 400 selon la police. Et pour la page internationale, comme chaque lundi, je vous propose, mais c'est censé être en image, donc je ne sais pas si je dois vous proposer. Allons-y, on va quand même faire un récapitulatif de la semaine précédente écoulée. Et on commence avec le drame de Londres. C'était le 4 juin dernier que la tour Grenfell s'est embrassée en plein cœur de la capitale britannique. Ce bâtiment de 24 étages construit en 1974 a flambé en quelques heures. On dénombre plus d'une cinquantaine de morts. On part maintenant au Mexique pour une manifestation de journalistes. Un mois après l'assassinat de leur confrère Javier Valdez, un spécialiste des cartels et du narcotrafic a été pris pour cible en plein jour et criblé de balles en pleine rue. La photo suivante, normalement, a été prise à Paris, porte de la Chapelle, près du métro aérien où les migrants ont trouvé refuge. Dans ce camp de fortune, une épidémie de Gale est en train de se propager, alerte Médecins sans frontières. Maintenant, direction Philippines. On y voit des graffitis pro-Daesh sur les façades de magasins dans la ville de Marawin, qui est à majorité musulmane. Et en état de siège depuis le 23 mai, l'armée philippine tente de déloger les djihadistes qui ont prêté allégeance à l'État islamique. Maintenant, Porto Rico, avec le gouverneur Ricardo Rossello, qui fête les résultats d'un référendum contesté qui plébiscite à 97% le rattachement de Porto Rico aux États-Unis comme 51e État américain. En Cisjordanie, on peut voir des Palestiniens près d'un checkpoint israélien qui tentent de passer de l'autre côté du mur de séparation dans le but d'aller prier à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Ah, l'image vient d'apparaître. Et pour finir, vous allez certainement voir un bébé hyper réaliste qui a été présenté lors d'un salon consacré aux poupées Reborn. Ces poupées de silicone et de vinyle dont la mode a émergé dans les années 2000, dont certains incluent des mécanismes robotisés. Alors, plus vrai que nature, hein, ce n'est pas un vrai bébé. Et comme disait Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Allez, je vous laisse, après cette revue de presse, plus en texte qu'en image. Allez, à demain. Merci beaucoup, Fatim Djedje. À demain. Effectivement, comme vous dites, et après les événements importants de cette semaine qu'elle vient de vous relater, j'ai envie de vous parler de certains événements importants ayant eu lieu un 19 juin dans le monde. Il faut savoir que le 19 juin 1885, la France donnait aux États-Unis la fameuse statue de la liberté, donc de Bartholdi. Et puis, le 19 juin 1963, la soviétique Valentina Tereshkova était la première femme qui se rendait dans l'espace. Événement important également, mais sur le plateau de Matin Bonheur avant 7h30. Ce sera donc l'instant vérité avec le face-à-face Gabriel Zani et son invité du jour que je vous ai annoncé et que vous retrouverez bien évidemment après le JT. Et puis, économie, il sera question de passer de très petites entreprises à PME. Oui, vous verrez que c'est possible avec notre témoin et le formateur. Il nous dira comment tout cela s'est rendu possible. Pour l'heure, je vous invite à sillonner les routes abidjanaises pour faire un point de la circulation routière. 6h25, dans quelques minutes seulement, Maïs Sako viendra bien sûr pour la première salve donc, du journal, le 6h30. Ce sera dans quelques instants. Juste avant, on aura la météo pour nous donner un peu la couleur du temps sur toutes les principales pauses climatiques de notre pays. Mais avant, première route pour avoir donc la météo mais routière, celle-là, avec la commune de Cocody dans le nord d'Abidjan qui nous montre le tronçon donc, du Latry assez fluide à cette heure-ci de la matinée. Serons félicités au volant de la Matino Mobile. Là, nous déplace à présent. Où est-ce qu'on se rend au plateau, à Koumassi ou à Trècheville? Eh bien, ce sera tout simplement au grand carrefour de Koumassi qui est, ma foi, assez vite ce matin. À peine quelques véhicules en circulation. Tout va bien. Troisième live routier pour cette matinale, c'est bien sûr certainement le De Gaulle, voilà, qui nous montre un peu la physionomie magnifique d'Abidjan, mais aussi qui nous donne de précieuses indications sur le temps par rapport à l'intensité ou non des nuages, à la clarté ou non du paysage, avec bien sûr une circulation des pluies fluides. Encore un point route? Où est-ce qu'on va s'arrêter cette fois-ci?
Est-ce qu'on s'arrête? Oui, non, il n'y en a plus. Alors voilà, vous avez vu hein, la température des routes, vous le voyez. Vous n'êtes pas très matinaux ce matin. Je pense que vous êtes encore dans vos lits en train de regarder Matin Bonheur. Et dans ce cas-là, vous faites très bien. Merci d'être avec nous. On espère que vous allez rester jusqu'à la fin. Et voilà, ne regardez pas seulement la rediffusion, c'est bien également d'être avec nous. Mais sinon, bon, si vous insistez, la rediffusion, c'est à 14h30 tous les jours. Et puis, n'oubliez pas qu'on aura bien sûr une personnalité politique de notre pays. Eva l'a déjà dit, je le redis, afin donc de vous montrer que la répétition au niveau du programme est pédagogique. Monsieur Nyamien Konan nous fait le plaisir de sa présence sur le plateau dans Instant Vérité. Et puis, on aura vraiment un bon thème économie pour tous ceux qui ont une très petite entreprise, pour tous ceux qui sont dans l'informel, j'avais failli dire ça en anglais, comment faire en sorte que votre entreprise devienne robuste et puisse subsister au temps. Parlons justement du temps, la météo dans quelques instants et le journal avec Maïs Sako. MTN, everywhere you go. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous suivre en ce lundi. En ce jour, le temps sera instable dès le début de matinée dans les régions forestières, centrales et nord du pays. La forte activité de la zone de convergence favorisera des développements orageux qui quitteront les régions est pour les régions ouest en y laissant des pluies modérées à fortes. Le littoral sera également affecté par ce temps à travers l'arrivée de nombreux nuages qui laisseront des pluies par endroits. Les températures au lever de ce jour, 25 degrés pour Abidjan, 24 pour Adiaké et Bandoukou, 25 degrés à Boaké, 24 pour Daloa, 25 degrés à Dimbokro et à Gagnoa, 23 pour Korogo, 24 dans le Tompi. La ville d'Odiéné affiche 23, 25 degrés pour San Pedro et Sassandra, 24 pour Tabou et Yamoussoukro. Cet après-midi, le soleil fera quelques percées, mais très vite, les nuages envahiront le ciel des régions partant du rivage océanique à la limite forestière de la Côte d'Ivoire. Des orages isolés pourront également occuper l'après-midi du littoral et du sud forestier. Plus au nord, on aura encore des passages orageux accompagnés de pluie par endroits. Les valeurs de votre après-midi de 28 à 33, notant 29 degrés pour Abidjan, la valeur la plus faible de 28 enregistrée à Diaké, 32 degrés pour Bandoukou, 31 pour Boaké et Daloa, 33 degrés pour la ville de Dimbokro, 31 degrés dans le Go, 33 dans le Poro, 30 pour le Tompi, 31 degrés à Odiéné, 30 degrés à San Pedro, 29 pour Sassandra et Tabou et 30 pour Yamoussoukro. Merci, Madame, Messieurs, de nous avoir suivis. Très bon lundi à tous et à chacun. MTN, everywhere you go. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Aujourd'hui, 19 juin, c'est la journée internationale de lutte contre la drépanocytose. La drépanocytose est une maladie génétique du sang qui affecte plus particulièrement les populations de race noire. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence est estimé à entre 15% et 18% selon le service de hématologie du CHU de Yopougon. À Bingerville, 3 associations de lutte contre la drépanocytose se sont réunies pour sensibiliser la population et le pouvoir public sur cette maladie et son corollaire de pathologie. La drépanocytose est une maladie génétique de l'hémoglobine, une substance contenue dans les globules rouges qui sert à transporter l'oxygène à travers le corps. La maladie se manifeste par une anémie, une sensibilité aux infections et des crises douloureuses causées par une mauvaise circulation sanguine et par le manque d'oxygénation des tissus. Cette maladie touche 120 millions de personnes dans le monde et en Côte d'Ivoire,
Plus de 3 millions d'enfants sont atteints de cette maladie. En cette saison pluvieuse, les spécialistes de la santé recommandent. Quand un enfant est malade à la drépanocytose, il doit éviter les occasions de stress qui font que ces globules réagissent. Et donc, en période de froid, il doit s'habiller chaudement, il doit ne pas être exposé. La drépanocytose, ce tueur silencieux, est souvent méconnu des personnes atteintes. L'ONG L'ANEA universelle, soutenue par le Lions Club, mène depuis 12 ans des campagnes de sensibilisation et de dépistage. Pour cette année, ce sont les pensionnaires de l'orphelinat Filles de Grand Bassam qui sont visités. Elles bénéficient d'une séance de dépistage gratuit. Notre objectif le plus important, c'est la construction d'un centre. Un centre de lutte contre la drépanocytose et la leucémie dédié aux enfants malades. Cette initiative est saluée par la ministre Maria Toukone, ministre de la Solidarité, de la Protection de l'Enfant et de la Femme, marraine de cette campagne. La ministre a profité pour sensibiliser la population sur les dangers liés à la drépanocytose. Quand un enfant est drépanocytaire, c'est toute la famille qui en souffre. C'est un drame au sein des familles. Et donc faisons en sorte que la drépanocytose n'existe même pas dans les familles. Et comment le faire? C'est par la prévention. Et la prévention, c'est faire des examens avant le mariage pour éviter que deux personnes qui soient incompatibles se marient et les enfants naissent. Ce n'est pas la faute des enfants, c'est la faute des parents. Le professeur Sanogo Ibrahim a, au cours d'une conférence publique, présenté les causes, les signes et les conséquences de la drépanocytose. Des conseils aux parents et aux enfants pour interpeller également sur la mise en place d'une véritable politique de prise en charge des enfants souffrant de cette maladie, dont le traitement revient très cher aux parents. C'était le reportage de Mamadou Kwasi. Parlons sécurité, la police nationale va se doter d'un guide de l'audit de ses services sur l'initiative de l'Inspection générale des services de police en partenariat avec le PNUD, le Programme des Nations unies pour le développement. Un atelier de validation du guide de l'audit des services de la police s'est tenu à l'École nationale de police. Cette rencontre, qui a mobilisé les acteurs et partenaires de la police nationale, avait pour objectif de valider un guide d'audit accepté et animé par tous. Abou Sanogo. La police nationale veut doter ses services d'un guide de l'audit, d'où la tenue d'un séminaire avec tous les acteurs et partenaires de la police pour valider le projet de guide de l'audit des services de police. Une fois validé, il va constituer un référentiel pour l'inspection générale des services de police dans sa mission d'auditer les 10 services. L'audit, c'est un contrôle de conformité. On prescrit des tâches, comment il faut les exécuter, comment le service doit fonctionner, et nous allons partir voir si ce qui est prescrit est exécuté comme cela se doit. Ce séminaire se tient avec le soutien du Programme des Nations unies pour le développement. Il apparaît plus qu'utile de doter l'ensemble des services de référentiels de fonctionnement et de contrôle standardisés, applicables à tous et acceptés par tous. Le directeur de cabinet adjoint chargé de la sécurité au ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, a encouragé tous les participants à s'approprier le contenu de ce guide. C'est un outil de transparence. Quels sont les documents qu'un commissaire de police doit réunir dans son commissariat? C'est l'ensemble de ces indicateurs que l'inspecteur qui vient pour faire l'audit de son service va essayer de demander. Donc c'est en même temps un guide pour l'auditeur, mais c'est un guide aussi pour celui qu'on vient auditer. Ce document, qui se veut consensuel, appelle l'adhésion de tous les responsables des services de police. Et cette rencontre vient préciser la politique générale de l'audit des services de la police nationale, déterminer les référentiels et les standards de comparaison et mettre en place un outil d'évaluation au niveau stratégique pour mesurer le processus de mise en œuvre du guide de l'audit. La circulation est très difficile sur une grande partie de la voirie à San Pedro, surtout en cette période de pluie. Le député de San Pedro commune a décidé de voler au secours des usagers. Près de 4 km de la chaussée dégradée sont en voie d'être réhabilités. Les travaux d'un coût de 40 millions de francs CFA ont débuté ce samedi à la grande joie des populations. Sam Kona, Mamadou Kwasi. San Pedro, les chaussées fortement dégradées rendent la circulation pénible pour les usagers. Déjà difficile de conduire sur une partie de la voirie dans la cité balnéaire.
Cette situation s'est aggravée avec ces jours de pluie. La réhabilitation d'une partie importante de la voirie endommagée vient soulager la population. Nous souffrons beaucoup. Ça fait des années que nous subissons ce problème-là. On n'arrive pas à bien circuler, nos véhicules prennent toujours des coups, on va toujours au garage. Donc si cette fois-ci il y a une solution qui est trouvée, vraiment ça va soulager la population. Et les travaux ont débuté ce samedi sur l'axe gare routière, corridor sud de la ville, soit environ 4 km de voirie. C'est une réhabilitation qui va se faire avec des matériaux granulitiques de 0,17, qui est un matériel qui peut tenir sur un long terme. Ici au Bardo, nous avons 60% de la population de San Pedro qui y vit, premièrement. Deuxièmement, cette voie est la voie qui permet à la SOGB, à Palmsi et à tout le cacao qui est à l'arrière de ravitailler l'industrie et le port. Donc c'est en même temps une voie économique et une voie pour la population. Coût total de l'investissement, 40 millions de francs CFA financés entièrement par le député de San Pedro Commune. La phase 1 du programme de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire a permis au gouvernement de réhabiliter plus de 7 km de voirie dans la commune de San Pedro. Et la phase 2 qui sera lancée bientôt par le gouvernement prendra en compte la réhabilitation de bitumage des voies de la cité balnéaire. La Fédération des femmes pour la paix mondiale, section Côte d'Ivoire, a organisé la cérémonie marquant son 25e anniversaire le samedi dernier. Un événement qui vise à célébrer les femmes et qui s'illustrent comme des modèles. Pour cela, 9 femmes ont été faites ambassadrices de paix. Chris Diomondé, Franck Wadio. 300 femmes, leaders et responsables d'ONG à la cérémonie marquant les festivités du 25e anniversaire de la Fédération des femmes pour la paix mondiale. Une initiative de la Fédération des femmes pour la paix mondiale, FPPM section Côte d'Ivoire, en vue d'inciter les femmes de tous bords à être des modèles de paix. En tant que femmes, nos efforts pour incarner la paix et l'harmonie dans nos familles doivent être notre combat quotidien. Ne laissons pas la paix dormir en nous. La paix doit déranger le monde. Être ambassadeur de paix, c'est un engagement. Mère Teresa a dit, que pouvez-vous faire pour promouvoir la paix dans le monde? Rentrez chez vous et aimez votre famille. Ma famille, c'est la Côte d'Ivoire. Rentrons tous chez nous et aimons la Côte d'Ivoire. Fait marquant, 9 femmes faites ambassadrices de paix en collaboration avec la Fédération pour la paix universelle. De nombreuses personnes se sont engagées en faveur de la paix à travers leurs actions ou leurs œuvres et nous leur rendons hommage. Nous pouvons être en mesure de transcender les conflits et faire en sorte que la démocratie soit fondée sur une éthique universelle, sur les valeurs essentielles, à savoir la bienveillance, la miséricorde, l'amour du prochain. Les femmes de la FFPM partagent un but, celui de surmonter toutes les barrières religieuses, économiques, raciales et nationales. La Fédération des femmes opère dans 4 domaines d'activité que sont l'amitié, l'éducation, l'entraide et la recherche. À l'étranger, hier en fin d'après-midi, des hommes armés ont pris d'assaut le campement Kangaba dans la banlieue est de Bamako, capitale malienne, un site notamment prisé des touristes occidentaux. Les forces maliennes ont donné l'assaut vers 19 h heure locale. Le dernier bilan disponible fait état de 6 morts, dont 5 assaillants, 4 blessés et une trentaine d'otages libérés. Le président rwandais Paul Kagame a été officiellement investi par son parti, le FPR, candidat à la présidentielle du 4 août prochain. Paul Kagame, l'homme fort du Rwanda depuis la fin du génocide en 1994, est autorisé à briguer un 3e mandat cette année et à diriger le pays jusqu'en 2034 en vertu d'une réforme controversée de la Constitution adoptée par référendum en 2015. À l'issue de cette investiture, le président rwandais a appelé les membres de son parti à commencer à réfléchir à son éventuelle succession. En République démocratique du Congo, une semaine après l'évasion de près d'1 millier de détenus à la prison de Béni, près du tiers ont rejoint leurs cellules. Pour l'opinion, les opérations de récupération sont perturbées par la reprise des affrontements entre les groupes armés et l'armée régulière. La société civile dénonce également les tracasseries.
Les forces irakiennes lancent l'assaut sur la vieille ville de Mossoul. C'est ce qu'a annoncé hier le chef des opérations sur place. Mossoul est le dernier grand fief urbain de l'organisation État islamique en Irak. 100 000 civils seraient encore pris au piège dans cette ville du nord du pays, selon l'ONU. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. Merci Maïsako, excellente journée à vous également. On vous l'a dit en début d'émission, 2 grandes journées sont célébrées aujourd'hui. La première, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence sexuelle en temps de conflit. Et cette date a été choisie pour commémorer l'adoption définitive et décisive, le 19 juin 2008, de la résolution 1820 dans laquelle le Conseil de sécurité a condamné l'utilisation de la violence sexuelle comme une arme de guerre pouvant faire obstacle à la consolidation de la paix. Comme disait Mme Zainab Awa Bangoura, représentante spéciale du secrétariat général chargé de la question des violences sexuelles commises en période de conflit, la violence sexuelle dans les conflits doit être traitée comme un crime de guerre. Cela ne peut plus être considéré comme un dommage collatéral malheureux de la guerre. Et on rappelle que le thème de cette année 2017, ce sera prévenir les crimes de guerre sexuelle à travers la justice et la dissuasion. Alors, pour ajouter donc à ce panorama-là non reluisant, sachez qu'en 2007, plus de 65 millions de personnes, pour être plus précis, 65,6 millions de personnes ont fui des conflits dans le monde. Et tenez-vous, mesdames et messieurs, c'est un nouveau record. Cela montre un peu vraiment l'état du monde. Et on a vraiment un fort pourcentage des pays en voie de développement, notamment des pays d'Afrique et encore plus des pays au sud du Sahara, donc la zone qui concerne notre pays. Il faut des politiques concrètes, des politiques sur les jeunes, des politiques vraiment directes sur les couches de la population afin de prévenir tous ces conflits qui, vous le savez, emportent des corollaires assez inattendus. Et puis également une autre journée mondiale, mais qui concerne cette fois la santé. C'est la journée mondiale de la drépanocytose. La drépanocytose est une maladie génétique du sang qui affecte plus particulièrement les populations de race noire. Cette particularité explique qu'elle est sur le continent africain la première maladie génétique affectant dès la naissance des milliers de malades. La lutte contre la drépanocytose figure depuis 2009 parmi les priorités de l'Organisation mondiale de la santé pour la zone Afrique et occupe le 4e rang dans les priorités en matière de santé publique mondiale, santé publique mondiale après le cancer, le sida et le paludisme. Et comme vous le savez, chaque fois que nous avons une journée mondiale, nous essayons de l'arrimer à notre réalité ivoirienne. Eh bien, sachez, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, qu'en Côte d'Ivoire, le taux de prévalence de la drépanocytose, d'après des estimations de la communauté scientifique, varie entre 14 et 18% selon les régions, avec, je le disais à l'entame de cette émission, dans le déroulé de cette émission, bien sûr, des titres, des principales manchettes, qu'il y a une forte prédominance pour la partie nord de notre pays. Nous allons maintenant aller à un point route avec, je rappelle, Félicité Soro qui réalise cette émission. Le point route qui va nous montrer un peu les principales articulations routières. Sinon, nous allons revenir encore une fois en sport sur ce délicieux reportage qui montre un peu l'essentiel de la carrière d'un grand de ce monde, sportivement parlant bien sûr, Mr. Usain Bolt. À Sherwood Content, en Jamaïque, on est fier de compter parmi les enfants du pays le plus grand sprinter de tous les temps. C'est dans cette école qu'Usain Bolt commence à courir dès l'âge de 3 ans pour canaliser son énergie débordante. Sharon, son institutrice, se souvient d'un garçon qui avait déjà l'esprit de compétition. Il courait si vite et parfois il pleurait quand d'autres le dépassaient. Mais en tant qu'instituteur, nous l'encouragions toujours à ne pas abandonner. Et aujourd'hui, nous sommes surpris de savoir qu'il est une telle star. C'est notre héros. Avec le succès, l'homme aux 8 médailles d'or olympiques, détenteur des records du monde sur 100 mètres et 200 mètres, n'a pas oublié ce qu'ils lui ont appris. La discipline et la ponctualité, par exemple. L'élève est devenu bienfaiteur. Usain Bolt et ses sponsors donnent régulièrement de l'argent à son ancien lycée. Le sprinter a annoncé qu'il prendrait sa retraite après les championnats du monde de Londres en août. Alors ici, on compte sur lui pour aider les jeunes. J'espère que nous aurons l'occasion de le voir plus souvent, qu'il viendra pour motiver nos élèves. Je suis certaine que maintenant qu'il aura plus de temps,
Nous allons faire partie de ces nouveaux projets. Devant la maison familiale, fraîchement rénovée grâce au fils prodige, le père d'Usain Bolt dit ne pas encore savoir de quoi sera faite la retraite du sprinter. Mais la foudre, comme il l'est surnommé, a toujours gardé les pieds sur terre. Quand il vient ici, il est toujours le même. Il sort, il parle aux gens de la même manière, il leur donne de l'argent aussi. Les gens disent « Monsieur Bolt, j'ai besoin de ça, ma mère est malade ». Donc c'est beaucoup. Il faut beaucoup donner. Après ses adieux à la piste, pas sûr qu'Usain Bolt choisisse de ralentir la cadence. Le champion hyperactif l'a répété, il se verrait bien devenir footballeur professionnel. Usain Bolt, l'homme le plus rapide du monde qui souhaite donc devenir footballeur, pourquoi pas. On lui souhaite tout le courage possible, mais du verre à la bouche, il y a une grande distance. Mais en tout cas, ce serait tant mieux pour lui. Nous, on va parler encore de distance, de circulation, de route. Un second point route, rien que pour vous. Et nous sommes aux deux plateaux, boulevard Latry, qui s'éveille tout simplement et tout tranquillement. Rien de particulier à signaler. Assez sombre quand même, hein, le Latry. On va voir un peu ce que ça donne du côté de... Voilà, Trècheville, donc avec... Waouh, vraiment ça, c'est le vrai début de semaine sur les routes avec le taxi voilà, qui fonce là comme toujours. Nous sommes habitués maintenant. Mais dans l'ensemble, la circulation est très très fluide. Tous les principaux carrefours d'Abidjan sont assez fluides et vides. On sera à Koumassi, juste à côté, ou est-ce qu'on part directement au plateau sur le pont de Gaulle? Où est-ce qu'on sera? On sera bien à Koumassi, donc à quelques encablures à peine de la commune de Trècheville. Voilà, en partant de Trècheville vers Port-Boué, vous trouverez cette belle commune de Koumassi qui se réveille simplement ce matin. Et très bonne journée à vous qui nous suivez depuis Koumassi. Et je sais que vous êtes très nombreux. Et puis aujourd'hui, bien sûr, mesdames et messieurs, c'est le 19 juin. On aimerait profiter, vraiment vous demander la permission pour souhaiter un excellent et joyeux anniversaire donc à une personne cardinale de notre circuit matinal. C'est bien sûr Diane Ivan Tiama, notre chargé de production qui a un an de plus aujourd'hui, à qui nous souhaitons un excellent anniversaire. Il y a un dernier élément, oui, bien sûr. Il s'agit du De Gaulle, du pont De Gaulle, qui nous montre une circulation mi-dense, mi-fluide. En tout cas, ça va. Et c'est quand on sait que c'est l'un des endroits les plus utilisés donc, au niveau tronçon routier. On vous souhaite tout simplement, mesdames et messieurs, une très bonne route en ce 19 juin 2017. En attendant de recevoir Gabriel Zani et son invité du jour, j'aimerais qu'on revienne sur la journée internationale pour l'élimination de la violence en temps de conflit que nous avons évoqué tantôt. Il faut savoir que le viol est commis en temps de guerre pour terroriser les populations, briser les familles, détruire les communautés, dans certains cas changer la composition ethnique de la génération suivante. Cela a pu s'observer notamment lors du conflit du génocide, on dira, rwandais. Parfois, il sert aussi à transmettre délibérément aux femmes le VIH ou à rendre les femmes de la communauté incapables de porter des enfants. Ce sont des choses que l'on doit combattre de toutes nos forces parce que, on le dit, les femmes sont bien souvent les populations les plus vulnérables et encore plus en temps de guerre où elles se trouvent complètement démunies avec leurs enfants, ne sachant où se réfugier, comment se nourrir. Elles sont donc les personnes à protéger, malheureusement. Ce sont elles qui se retrouvent victimes d'exactions les plus atroces. Dans quelques instants, donc, Gabriel Zani recevra son invité. En tout cas, elle est déjà en place, déjà bien installée. Ça va, Gabriel? Elle est... Alors, normalement, vous devez recevoir dans quelques instants M. Nyamien Konan. Est-ce qu'il est là? 6h40. D'accord. Nyamien Konan n'est pas encore arrivé. Je crois qu'il a la salle de maquillage. D'accord, donc nous avons voulu vous montrer en direct pour être réaliste parce que si peut-être on est amené à déborder, bon, voilà, on attend toujours notre invité qui, je rappelle, est M. Nyamien Konan qui nous fait l'amitié, bien sûr, de répondre, mais bon, même si c'est un peu de façon tardive à notre invitation, mais on nous fait dire qu'il est là, donc il viendra. Et donc, nous allons également, juste après lui, recevoir donc nos invités de la thématique qui, eux, sont déjà là, je crois.
crois, donc avec qui nous allons parler, bien sûr, de parcours d'une très petite entreprise à une PME. Mon Dieu, qu'il est difficile aujourd'hui de basculer de l'informel au formel. Eh bien, quelles sont les astuces? Et puis, on va parler avec un cas concret qui nous montrera un peu comment il en est arrivé à ce niveau-là. Nous allons maintenant aller avec Gabriel Zani. Monsieur Nyamien Konan est en train de faire son entrée, c'est effectif. Il est là dans notre studio, le studio Marie-Thérèse Péchaud pour l'instant vérité. Vous savez, tous les lundis, c'est ce moment-là qu'on choisit pour discuter avec notre invité. C'est une grosse pointure politique de notre pays, ancien président de l'UPC qui est en train de s'installer, qui va dans quelques secondes seulement répondre aux différentes questions de notre journaliste Gabriel Zani, juste après le jingle. Et nous allons aller en direct avec Monsieur Nyamien Konan. Merci à Eva, merci également à Marco et merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre patience. Merci de suivre Matin Bonheur et bien évidemment Instant Vérité. Il a été directeur général de la douane, puis il démissionne et il se présente à l'élection présidentielle de 2010. Il crée le mouvement ivoirien pour le renouveau et l'espérance qui devient, des temps après, l'Union pour la Côte d'Ivoire, UPC. 9 ans plus tard, Nyamien Konan démissionne de l'UPC. Pourquoi cette démission? Que fait-il de son alliance avec le RHDP? Quelle est la nouvelle vie politique de Nyamien Konan? Mesdames et messieurs, Nyamien Konan est avec nous sur le plateau de l'Instant Vérité. Bonjour, monsieur Nyamien Konan. Bonjour. Merci d'être venu répondre à nos interrogations. Alors, on va mettre le pied dans le plat. Monsieur Nyamien Konan, pourquoi avez-vous démissionné de l'UPC? Ben, je n'ai pas encore démissionné de l'UPC, j'ai démissionné de la présidence de l'UPC. Vous avez dit 2009. 2009, 2017, ça fait 8 ans. Ceux qui me fréquentent savent que je suis un partisan du mandat présidentiel unique de 7 ans. Là, j'en ai fait 8. Donc, j'ai été président pendant 8 ans. C'est bon, il faut passer la main, il faut passer à autre chose. Donc, autrement dit, vous êtes toujours dans l'UPC, c'est cela? Pour le moment. Pour le moment? Pour le moment. Alors, quelle sera votre vie après, pour le moment et après? Qu'est-ce qu'on attend de vous? Disons qu'un homme politique, ça réfléchit beaucoup. Et après réflexion, je me suis rendu compte qu'il y a un décalage entre les partis politiques, la politique en Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Je vais vous donner quelques chiffres. Ghana. Le Ghana, officiellement 27 millions d'habitants. Nombre d'électeurs, 15 millions. Côte d'Ivoire, 23 millions d'habitants. D'après le dernier recensement. 23 millions d'habitants, 6 millions d'électeurs. C'est-à-dire à peu près un quart, là où le Ghana fait 55%. Ça veut dire qu'il y a problème. Les Ivoiriens ne s'intéressent pas suffisamment à la politique. Vous prenez les jeunes. Les jeunes, potentiellement, ils doivent être 30% de l'électorat. Vous ne voyez aucun jeune dans les filets. Ils ne votent pas. Même quand ils sont sur la liste électorale. En général, ils n'y sont pas. Donc, il y a un problème. Et quand les partis politiques arrivent au pouvoir, on a l'impression qu'ils sont arrivés au pouvoir pour eux-mêmes. Il n'y a que leurs militants qui comptent. Ce qui fait que les Ivoiriens se désintéressent de plus en plus de la politique. Je vais faire autre chose. Je vais trouver quelque chose qui intéresse les Ivoiriens, qui s'adresse à leurs problèmes. Et quelle est cette chose à laquelle s'intéressent les Ivoiriens, s'intéressent les jeunes aujourd'hui? Les jeunes aujourd'hui sont préoccupés par la question du chômage. Qu'est-ce qu'ils font après leurs études? Les Ivoiriens aujourd'hui sont préoccupés par la cherté de la vie, etc., etc. Et ces problèmes ne sont ni de gauche, ni de droite, ni même du centre, où se situent en général les partis politiques. Moi, je veux être à équidistance de tout cela. Donc, alors, je cherche une nouvelle formule. Vous cherchez une nouvelle formule. Oui. Et dans la foulée de vos déclarations, quand vous avez démissionné de la présidence de l'UPC, vous avez dit que je pars pour créer un mouvement plus sain.
Qu'est-ce que vous entendez par là? Ça veut dire quoi? Un mouvement plus sain? Cette phrase n'est pas de moi. Je reconnais toujours ce que j'ai dit. Je n'ai jamais dit une telle chose. Quelle est la phrase qui est de vous? Ce qui est de moi, c'est ce que je viens de vous dire. Ce qui est important, c'est les raisons pour lesquelles je suis parti. Je suis parti pour faire autre chose. Non, mais quand vous êtes parti dans vos conférences de presse, vous avez dit que les partis politiques ne m'intéressent pas. Je vais créer. Vous avez dit à grand yapo. Alors, je vais prendre. Oui, vous avez dit je montre ma volonté de créer un autre mouvement plus sain. Je ne fais que reprendre ce que vous avez dit à grand yapo. Il y a quelques semaines seulement. Bon, restons sur ce que vous avez dit. Ce que je viens de vous dire montre bien que je veux créer quelque chose de plus sain par rapport aux préoccupations des Ivoiriens. Par rapport aux préoccupations des Ivoiriens. Quelque chose de plus sain, quelque chose de plus conforme. Donc, vous pouvez retenir le mot sain. Si vous l'avez entendu, vous pouvez le retenir, ça ne me dérange pas. D'accord. Sain, c'est en termes de quoi? Sain, en termes, c'est comparativement ce qui était, ou bien c'est par rapport à ce que vous voulez faire, c'est quoi? On met quoi dans sain? Comparativement à ce qui était. Comparativement à ce qui était. Oui. Alors, ce qui était n'était pas sain? Je viens de vous décrire l'état de ce qui est. Les partis politiques, c'est des petits groupes de gens très intéressés par des postes en général qui ne fonctionnent qu'à partir... Vous en parlez comme si vous en saviez quelque chose. Mais bien sûr que j'en sais quelque chose. J'allais vous dire, je suis payé pour ça. Payé pour faire quoi? Pour faire la politique. Pour faire la politique ou bien pour, comme vous venez de le dire, pour vous donner, pour vous arroger le pouvoir, pour vous arroger les droits, pour vous donner plus de, je vais dire, plus de liberté d'agir en tant qu'homme politique. Liberté d'agir, oui. Je suis un homme libre. D'accord. Alors, vous quittez la présidence de l'UPC. Oui. Est-ce que vous restez dans le RHDP? Alors là, maintenant que je suis parti de la présidence de l'UPC, les choses vont être définitivement claires. Oui, dites-nous. RHDP, plus jamais. Plus jamais RHDP, c'est le divorce? Je ne veux plus en entendre parler. Et pourquoi? C'est la dernière fois que je réponds à une question sur le RHDP. Oui, et pourquoi? Mais parce que j'en ai fini. Je ne me reconnais pas dans les valeurs qu'ils défendent. Je ne me reconnais pas. Et comment vous ne vous reconnaissez pas? Expliquez-nous, les Ivoiriens veulent savoir, développer un peu. Vous ne vous reconnaissez pas dans le RHDP. Vous avez défendu les valeurs du RHDP. Vous avez été vraiment l'un des fervents défenseurs de des valeurs du RHDP. Aujourd'hui, contre toute attente, vous dites que je ne me reconnais pas dans le RHDP. On ne comprend pas. Vous ne comprenez pas. Pourtant, je viens de vous expliquer comment ça marche, les partis politiques. Alors, expliquez-nous. Moi, je reproche, par exemple, au régime actuel, qui est le moteur du RHDP, les nominations. Je l'ai dit dans la presse, ce n'est un secret pour personne. Quand vous prenez 10 nominations au poste de responsabilité, vous avez l'impression qu'il ne s'agit que d'une seule région. Je ne me reconnais pas en ça, par exemple. Vous avez été dans le régime actuel pendant 7 ans. Non, vous exagérez un peu. Non. Vous avez rejoint le RHDP en 2010. Oui. Après l'élection d'octobre 2010. Oui, mais vous savez que de 2010 à 2011, on n'a pas travaillé. Hein. On a travaillé on n'a pas travaillé, mais le fait est que vous avez été dans le RHDP. Vous avez défendu les valeurs du RHDP. Pourquoi c'est maintenant que vous sortez du RHDP? Vous ne changez pas. Non. Peut-être que la motivation, votre motivation, peut-être vous avez été limogé du pouvoir, du gouvernement, pardon. Je suppose que vous êtes marié, vous avez déjà vécu en couple. Vous avez, en allant, vous avez eu beaucoup d'espoir. Et à un moment donné, ces espoirs sont déçus. Et vous ne vous reconnaissez plus dans cette alliance. Ce n'est pas sorcier. Alors, donc, maintenant, 2020, quelle est la perspective 2020. que vous envisagez, oui? Ah oui, je vais vous dire directement. 2020, je suis candidat à la présidence de la République. Avec quel parti? Mais je vous dis, attendez, vous êtes pressé. Non, mais bon, dites-nous au moins quelque chose. Je sais que c'est matin bonheur, mais on se lève tôt, mais il ne faut pas être aussi pressé. Je vais le faire. Mais il faut être pressé parce qu'on va vers l'émergence. Vous avez 2 semaines d'avance. Soyez un peu patient. Je reviens ici, si vous voulez, dans 2 semaines. Autrement dit, dans 2 semaines, vous allez annoncer... J'aurai créé quelque chose. Et cette chose, elle sera vraiment différente? J'espère que vous serez... De ce qu'on a déjà vu? Très différent.
Vous pensez que 2020, avec des alliés, je vais dire des grands alliés comme le RADP, l'AFD de Pascal Affi-N'Guessan, vous allez pouvoir, je vais dire, passer comme ça librement? Puisque en 2010, vous avez essayé, vous avez eu 0,4% des voix. Oui, je ne veux pas revenir dessus. Je ne veux pas revenir dessus. Je n'ai pas eu grand-chose. Mais personne n'a rien eu. Je vous dis, vous avez au moins 50% des Ivoiriens qui ne sont pas sur cette liste électorale. Sur les 50% qui y sont, il y a 50% qui ne votent pas. Faites le calcul. Vous avez pratiquement 75% des Ivoiriens qui ne s'intéressent pas à ce qui se passe. Moi, je veux pouvoir développer des thèmes, les appeler autour des valeurs qui rassemblent. Et c'est à ceux-là que je m'adresse. Ne regardez pas les faux chiffres, les faux succès de ce qui se passe aujourd'hui. Il y a un décalage énorme entre ce qu'on fait. S'il vous plaît. Oui. Vous voulez, on prend l'exemple de Donald Trump, le président américain, ou encore du président français, Emmanuel Macron. Vous inscrivez dans cette dynamique-là, vous sortez de votre parti politique pour créer un autre mouvement, et comme ça, peut-être que vous avez cette vision-là. Vous voyez, je n'invente pas l'eau chaude, hein. Ça c'est déjà fait. Mais c'est à vous de comparer. C'est vous les journalistes, c'est vous qui trouvez les ressemblances. Non, on vous suit, on vous regarde. Oui, mais moi, on voit ce que vous faites. Moi, j'avance et vous êtes journaliste, donc vous décrivez la vitesse à laquelle j'avance et la direction dans laquelle je... Moi, j'avance. C'est à vous de faire les comparaisons. Moi, je ne fais pas. Vous avancez lentement, c'est cela? Lentement, sûrement. Vous avez les chances de gagner en 2020? Vous avez? Vous pensez avoir des chances de gagner en 2020, l'élection présidentielle? Ah ben, je vais vous le dire. Vous demandez à tous les politiciens lambda, à n'importe quel candidat, il vous dira que... Mais quelles sont vos chances? Quelles sont vos chances? Mais je viens de le dire, 0,4%, un score très maigre en 2010. Oui, oui, mais ça ne marche pas comme ça. Vous venez de citer l'exemple de Macron. Il n'existait pas il y a 2 mois. Donc, il avait 0,0%. Moi, je ne parle pas de rien. Les Ivoiriens me connaissent. J'ai fait la douane, j'ai fait la fonction publique, j'ai fait l'enseignement supérieur, j'ai fait le logement. Ils me connaissent, je ne parle pas de zéro, madame. Mais c'est vrai qu'ils vous connaissent, mais en même temps, quand vous citez la douane, c'est vrai, vous avez travaillé à la douane, mais le ministère de la fonction publique que vous avez occupé, on attendait de vous d'actes forts, on n'a pas vu d'actes forts. Vous avez pris le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, ensuite le ministère du logement, de l'habitat et du logement social. On n'a pas vu d'actes forts. Les Ivoiriens vous connaissent comment? Depuis la douane, ça, ce sont des choses qui sont passées depuis 2008. Ça, c'est le genre de mission. Non, expliquez-vous là, expliquez-vous. Oui, arrêtez de m'interrompre parce qu'on n'a que 15 minutes. Voilà. Allez-y. Il faut faire un micro-trottoir. Demandez aux fonctionnaires ivoiriens. Aux fonctionnaires ivoiriens. Ils vont vous dire, grâce à Niamey Kona, on a pris l'habitude maintenant de ne plus nous déplacer pour suivre les formalités, pour faire les formalités administratives. Ça, c'est un acte fort. J'ai fait un recensement qui devait coûter 4 milliards. Je l'ai fait à 0 francs. Et ça a permis à l'État de Côte d'Ivoire d'économiser plusieurs dizaines de milliards. J'ai fait ça. Vous savez, aujourd'hui, vous voyez, la journée continue. C'est un acte fort. J'ai pris sur moi de demander au gouvernement d'instituer la journée continue en Côte d'Ivoire. J'ai fait des choses. J'ai fait des choses. Vous ne les voyez pas, mais vous êtes journaliste, informez-vous. On s'informe, hein? Ben On sait oui, très mais bien. quand vous me dites, on sait très bien. Ben, mais en même quand temps, vous me dites, vous non. ne voyez pas d'actes forts, mais les choses ont changé. Les actes forts que vous avez dit ici, par exemple, je prends un acte fort. Vous avez dit sur les plateaux de RTI 1, vous avez dit, moi, Niamey Kona, en tant que ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, soit c'est moi ou c'est la FECI. Et quand vous êtes venu, on n'a rien vu. C'est vrai que vous parlez de la réforme de l'administration. Bon, ça encore, c'est... Voilà. Je crois qu'il y a un peu de... voilà. À votre niveau, il y a quelque chose. Je l'ai dit en tant que candidat à la présidence de la République. J'ai dit, ou c'est la FECI, ou c'est moi. C'est pour ça que j'ai ressenti une grande joie et une grande fierté quand on m'a proposé ce poste de ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Mais je suis allé au contact de ces étudiants.
la première question que je me suis posée, mais pourquoi ils sont comme ça? C'est nos enfants, pourquoi ils sont si différents? Et je les ai rencontrés. Est-ce que vous savez qu'il y a des étudiants de Côte d'Ivoire qui dorment dans les amphithéâtres? On dit en Côte d'Ivoire, il y a 50% de pauvres. Alors, corrigeons ce chiffre, on doit être entre 45 et 50% pour ne pas faire de polémique inutile. Mais ceux qui sont dans les universités, ce sont les enfants de ces pauvres. De ces 46% de pauvres. Ils n'ont pas le minimum. Ils dorment dans les amphithéâtres. Ils me disent, monsieur le ministre, nous, on préfère aller faire la queue à 10 heures pour avoir droit à un seul repas par jour parce qu'on n'a que ça. On préfère aller faire cette queue au lieu d'aller en TD, au lieu d'aller au cours. On préfère, sinon on ne mange pas la journée. Quand vous êtes proche de ces problèmes, vous changez complètement de posture. Autrement dit, ils sont devenus mes amis. Vous n'avez pas eu de solution au phénomène de la fessée. Vous n'avez pas eu de solution. Oui, mais vous avez vous aviez cette conclusion avant que j'arrive, parce qu'apparemment, vous ne m'écoutez pas. Je vous écoute très bien. Oui, mais pourquoi vous arrivez à dire donc vous n'avez pas eu de solution? Je vous écoute très bien. Je vous écoute très bien. Je suis resté 1 an et demi pour un problème qui est vieux depuis 90. Autrement dit, vous n'avez pas eu le temps de travailler. Je n'ai pas eu le temps de travailler, mais j'ai posé un diagnostic, j'ai proposé des solutions. D'accord. Je n'ai pas eu le temps de les mettre en œuvre. D'accord. Vos solutions que vous avez proposées, on aura le temps vraiment amplement d'en parler dans un autre espace. Et je crois que ce jour-là, on pourra débattre de tous les sujets. J'espère. Voilà. Bien amplement. J'espère. Aussi, je l'espère. Alors, mesdames et messieurs, c'est donc la fin de Instant Vérité. Merci d'être venus. C'est moi. Voilà, les Ivoiriens vous remercient. Merci, c'est moi. Vous remercie. La rédaction de Matin Bonheur vous remercie. Merci. Alors, mesdames et messieurs, c'était donc la fin de Instant Vérité. Restez avec nous, restez avec Eva et Marco. Merci Gabriel Zani, un instant vérité comme on les aime, chaud, bouillant et croustillant. Merci également à votre invité. Nous allons passer donc assez rapidement à la thématique. Vous le savez, aujourd'hui c'est lundi et la lundi c'est économie. Il sera question de passer cette fois de très petites entreprises à PME. Beaucoup d'entreprises meurent dans l'œuf, n'ont même pas le temps de se développer. Pourquoi ? Qu'est-ce qui pose problème? Est-ce des problèmes de gestion, de vision? On en parlera avec nos deux invités. Oui, ils seront deux. On aura un formateur et on aura un témoin qui a réussi ce pari. Mais bien avant, je vous propose le jingle, l'élément explicatif. Et puis, on se retrouve juste après. Plateau donc pour recevoir. Ils peuvent venir, celui qui est prêt peut venir. On installe les micros. Celui qui a déjà le micro installé peut venir. Je rappelle qu'il s'agira bien sûr de formation. Vous savez qu'au niveau de la rédaction de Matin Bonheur, il y a un thème qui nous tient à cœur, c'est le thème de l'entrepreneuriat. Comment transformer le secteur informel de notre économie qui prend de plus en plus d'ampleur en un secteur formel? En d'autres termes, comment passer de très petites entreprises à petites et moyennes entreprises? Il y a des Ivoiriens, des jeunes qui forment bien sûr ceux qui sont dans un milieu informel, qui leur donnent les rudiments de gestion au quotidien. Et il y a des séminaires, il y a des formations. D'ailleurs, dans quelques jours, il y aura une formation initiée par des jeunes qui sont bénévoles au sein d'une ONG pour vraiment donner des rudiments. Et nous allons recevoir donc dans quelques instants seulement M. Kwadio Noël Nguessan qui est en train de s'installer. Il est formateur et il est venu donc flanqué entre guillemets d'un exemple, d'une fierté donc de la team. C'est M. Michael Kofi. Il est entrepreneur donc et le thème c'est très petite entreprise à PME. Monsieur, bonjour. Bonjour, messieurs, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Vous êtes bien installés. Alors, première question pour entrer tout de suite. Alors, pensez-vous qu'une TPE, c'est-à-dire une très petite entreprise, peut devenir réellement une PME? Est-ce que c'est réaliste? Merci beaucoup, Marcelin. Merci, Eva. Nous pensons qu'une très petite entreprise peut devenir une très grande entreprise parce que toutes les multinationales que nous voyons ont commencé juste quelque part. Elles ont commencé très petites, très souvent au garage, dans la cuisine ou derrière dans le jardin. Donc toutes ces grandes multinationales ne sont pas nées comme ça, elles ont commencé toutes petites, donc c'est possible. Dans la cuisine, dans le garage ou sur la terrasse, comme c'est le cas de notre invité. Bonjour, bonjour à vous. On prendra langue avec vous dans quelques instants, mais avant, on a plusieurs fois parlé sur ce plateau de moyenne entreprise. Aujourd'hui, une toute petite entreprise, qu'est-ce qui la caractérise? Ok.
une très petite entreprise. Donc, les caractéristiques de ces entreprises, elles sont donc d'abord dans l'informel, où le pouvoir de décision est concentré dans les mains d'une seule personne, donc très souvent le promoteur. Et donc, d'où la durée de vie est généralement très courte, pas d'outils de gestion. Et donc, généralement, c'est une activité que le promoteur a mise en œuvre pour subvenir à ses premiers besoins. Alors, quelle différence avec la PME, concrètement? La différence avec la PME, c'est qu'une PME, c'est une organisation donc bien structurée, avec une direction et puis des départements, donc avec des outils de gestion qui sont tenus et avec une vision. Et quel type de petits entrepreneurs est-ce que vous accompagnez? Dans quel secteur est-ce qu'ils évoluent? Ok. Nous accompagnons donc tout type d'entrepreneurs qui se trouvent dans le secteur informel et de l'artisanat. Donc, les couturiers, les menuisiers, la femme qui vend son aloko devant la maison, qui fait le garbaman, qui a un petit resto, le boutiquier, nous accompagnons toutes ces personnes. Alors, est-ce que toute TPE a vocation de devenir une PME? Est-ce qu'il n'y a pas des métiers qui, franchement, auront du mal à s'insérer dans le tissu formel? Je pense que pour nous, toutes les TPE ont les chances. Le garbaman, par exemple, est-ce que demain, on peut avoir une industrie, enfin... Ok, le garbaman peut créer un réseau de garbaman. Donc, avoir une unité, 2 unités, plusieurs points de vente de garba. Mais il suffit qu'il ait la vision, la volonté et le travail. On peut y arriver. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous faites pour ces petits, et je dirais très petits entrepreneurs? Et là, on va associer maintenant M. Michael Kofi à la discussion. On va, avant qu'il ne réponde à la question, on va parler de votre cas. Qu'est-ce que vous faisiez et comment est-ce qu'on vous a accompagné? D'accord, je suis Kofi Michel. Je suis entrepreneur dans le domaine du service café. J'ai contacté cette organisation qui nous a accompagnés dès le départ dans l'initiative privée. Nous avons avec eux fait des formations en salle. Ensuite, ils nous ont proposé des outils de gestion qui ont permis en tout cas de bonifier, de structurer, d'organiser notre entreprise qui démarrait quelque part à Djamé. Et ça démarrait quelque part à Djamé. Donnez-nous un peu la symbolique de ce démarrage. Oui. Vous étiez où? Sur une terrasse? La symbolique, elle est forte parce qu'elle a démarré sur la terrasse de la famille, là où j'ai réorganisé cette terrasse, j'ai fait la peinture et ensuite on a démarré là-bas, effectivement. Qu'est-ce que vous faisiez concrètement? Je suis dans le secteur du service café. Nous avons des vendeurs ambulants de café à la tasse. Donc nous avons une équipe qu'on met en œuvre tous les jours dans les rues de notre commune à Djamé. Alors vous, le formateur, c'est un cas d'école. Hein. Vous avez tenu à venir avec lui pour montrer un peu ce que vous faites. Quel était le diagnostic posé et comment vous avez fait pour sortir ce monsieur que nous avons là du niveau formel, informel au niveau formel? Ok. Alors le diagnostic, il est simple. Quand nous prenons les entrepreneurs, nous voyons d'abord la structuration de l'entreprise. Très souvent, quand on pose la question, comment vous voyez votre entreprise d'ici 2-3 ans? Très souvent, on n'a pas de perspective, on n'a pas de vision. Donc, nous prenons ces personnes, nous leur donnons d'abord de prendre conscience de leur statut de chef d'entreprise, parce que très souvent, ces personnes, ils ne savent même pas qu'ils sont chefs d'entreprise. Or, un chef d'entreprise et les chefs d'entreprise gagnants, il y a des caractéristiques à adopter, il y a des attitudes pour gagner. Donc d'abord, on leur fait prendre conscience de leur statut de chef d'entreprise et donc nous leur donnons les outils. Donc d'abord, nous les formons en salle, une formation de très courte durée, donc on leur donne les bases de la gestion. Et enfin, pendant la formation de 2 mois, nous allons 5 fois chez l'entrepreneur pour l'aider à mettre en pratique les outils de gestion qui lui ont été enseignés. Et après les 2 mois de formation, nous allons encore 4 fois maintenant à intervalle de 1 mois, 3 mois, 6 mois et 12 mois. Donc 1 an d'accompagnement. C'est ce que nous faisons avec ces entrepreneurs. Et quand vous parlez d'outils de gestion, donc j'imagine qu'on leur apprend déjà à différencier le capital du bénéfice, des frais de roulement et tout ça. C'est vrai que quand on est dans une toute petite entreprise, on ne fait pas toujours la différence entre ces différentes entrées. On a l'impression que tout ce qui rentre est un bénéfice. Et on l'utilise bien souvent pour les frais, puisque vous l'avez dit, une toute petite entreprise, c'est une entreprise qu'on fait pour survivre, pour les besoins quotidiens. Donc tout de suite, ça peut rentrer dans le loyer, dans les frais propres, on dira. Ok. Alors, nous leur donnons tous ces éléments pour qu'ils arrivent à différencier le capital du bénéfice et du chiffre d'affaires. Alors, la particularité, c'est que lorsque un entrepreneur suit notre circuit, à la fin, il arrive à se calculer un salaire. D'accord. Donc, très souvent, quand on leur demande, est-ce que vous avez un salaire? Alors, l'entrepreneur va te dire, je n'ai pas de salaire. Alors, je dis à cet entrepreneur, vous payez une maison? Il dit, oui, je paye ma maison. Vous mettez vos enfants à l'école? Il dit, oui.
Bon, le monsieur qui est à la télévision, Marcelin, que vous voyez, lorsqu'il est payé, il fait quoi avec son argent? Il paye sa maison, il prend soin de ses enfants. C'est la même chose que vous faites. Mais vous, quand vous n'attendez pas la fin du mois pour avoir le montant, vous pensez que vous n'avez pas de salaire. Donc, nous apprenons à ces entrepreneurs à noter et au fur et à mesure, 2 mois, ils arrivent à avoir le montant qu'ils dépensent pour eux et pour leur famille. C'est ce que nous on appelle dans notre jargon la RO, la rémunération obligatoire. Et encore, ils arrivent à mettre en place notre premier outil de gestion qui est un journal de caisse qui permet à ces entrepreneurs de noter les entrées et les sorties, de sorte qu'ils arrivent à calculer leur chiffre d'affaires mensuel. Super. Monsieur Kofi, ce qu'il dit, on ne va pas vous demander si c'est ce qui vous enseigne réellement. Moi, ce que je veux savoir, est-ce que quand ils sont venus, quand ils ont fait irruption, on va dire ça comme ça, dans votre vie d'entrepreneur dans l'informel, qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous étiez attaché que vous ne vouliez pas laisser? Non. Merci, Marcelin. En fait, ils nous mettent en face de notre réalité. Ils nous disent exactement ce que nous sommes. Et puis, ils nous demandent de ne plus faire certaines choses. Lesquelles? Par exemple, vous recevez un visiteur, quand vous payez le transport, ça part dans quelle rubrique? En général, ce sont les ressources de l'entreprise qui s'en vont. Mais on ne prend pas soin de les noter, pour les évaluer, pour voir l'impact de ces choses-là sur la vie de l'entreprise. Donc, c'est des éléments réels, effectivement. Ils nous enseignent la culture de la poche privée et la caisse de l'entreprise. Il doit y avoir un distinguo à ce niveau-là. C'est vrai qu'il peut y avoir confusion. Oui, bien sûr, ça arrive souvent pour les TPE, là où le champ des décisions... J'aime bien le thème poche privée. Alors, vous concrètement, après les formations que vous avez pu avoir auprès donc, du cabinet, qu'est-ce qui a changé véritablement? Quel impact est-ce que ça a eu dans votre vie? Comment est-ce que votre entreprise se porte aujourd'hui? Oui, on prend les décisions quand même un peu mieux, parce qu'on arrive à faire une différence entre notre état de chef d'entreprise et la vie de tous les jours. En tant que chef d'entreprise, nous avons le devoir de faire les choses autrement. Quand je viens dans l'entreprise, il y a des outils de gestion qui m'ont été mis à disposition, c'est ce que j'applique. Je sais de toujours tenir le journal de caisse, c'est un instrument pour nous qui retrace la vie de l'entreprise en ce qui concerne ses charges, en ce qui concerne ses ressources. Et là-dessus, nous insistons. On ne doit plus confondre sa poche privée avec la caisse de l'entreprise. Ça, c'est un élément de base sur lequel, en tout cas, les formateurs insistent pour qu'on puisse développer l'entreprise si on le souhaite. Alors, un cas concret, hein, au-delà de celui que nous avons sur ce plateau, qui est un symbole de réussite pour votre pédagogie, la femme qui a 28 ans, qui vend de la loco, qui ne sait ni lire ni écrire, comment demain, du jour au lendemain, on peut lui parler, par exemple, de tenue de caisse, de reporting, de comptabilité, de perte et profit? Comment ça se passe concrètement? Est-ce qu'il y a un circuit intermédiaire par rapport à l'alphabétisation ou vous la suivez comment concrètement? Concrètement, pour participer à nos formations, d'abord, il faut savoir lire et écrire. Donc, pour une personne qui veut bénéficier de nos services, d'abord, la personne doit savoir lire et écrire ou se faire alphabétiser. Donc, je crois que pour cette année, nous avons alphabétisé 20 femmes à Koumassi pour qu'elles puissent suivre nos formations. Donc, c'est possible. La femme qui ne sait pas lire, qui veut faire croître son entreprise, développer son entreprise, peut se faire alphabétiser, soit par nos services ou ailleurs, et venir suivre nos formations. Alors, Monsieur Kofi, est-ce que vous avez d'autres cas concrets de réussite à nous exposer, des exemples à donner? Une dame, par exemple, je ne sais pas moi, qui vendait devant une maison, aujourd'hui qui a un magasin, etc. Quels exemples vous pouvez nous donner? Ok. Oui, comme membre du réseau, je pense qu'il y en a que nous rencontrons tous les jours dans le réseau des entrepreneurs que nous avons, des modèles de réussite. On veut des cas concrets, en fait. Il y en a que nous connaissons, qui sont chaque jour avec nous dans le réseau des entrepreneurs que nous avons. Dans le domaine de la couture, dans le domaine de l'ébénisterie, dans le domaine de la prestation de services. Tous les secteurs sont représentés chez nous. Vous étiez à combien de vendeurs ambulants au début? J'étais à une demi-douzaine. Aujourd'hui? Une quinzaine. Une quinzaine? Oui. Ok. Et votre chiffre d'affaires a bondi de combien de pourcents? Bien sûr, on ne va pas dévoiler les chiffres ici, mais... Oui, mais de combien de pourcents? On dirait à 40%. Ah bon. Depuis que nous travaillons ensemble. Okay. Et ça date de quand? 2012. D'accord. Alors, on nous bassine parfois à longueur de publicité en nous disant qu'on peut construire une entreprise à partir de rien, sans argent. Est-ce que c'est possible? Alors, Marcelin, peut-être qu'il va vous surprendre, c'est effectivement possible. Possible. Donc, peut-être même avant de répondre à vos questions, je peux m'adresser à des personnes qui sont à la maison, qui veulent entreprendre, mais qui attendent qu'on leur donne des millions. Vous allez regarder la caméra en face, voilà. Qui attendent qu'on leur donne des millions
l'argent n'est pas le premier capital. Le premier capital, c'est nous-mêmes. Donc, tant que nous sommes confortables dans notre situation, nous n'allons rien changer. Donc, il faut que les gens qui ont faim cherchent à mettre fin à la faim. Donc, l'argent n'est pas le souci. On peut entreprendre à partir de zéro. Je prends un exemple simple. Moi qui suis formateur, je vois qu'un jeune qui est dans le domaine de la formation veut entreprendre dans ce secteur. Alors, il ne fait que faire la prospection. Il trouve ses clients, des bénéficiaires. Alors, il cherche une salle, il est forme. Il n'a pas besoin d'avoir un bureau pour commencer son business. Mais la salle, il la loue comment? Il se Mais déplace la salle, comment? mais c'est possible. Il se déplace comment? Quand on dit 0 francs, en général, on compte sur l'argent de quelqu'un. On cherche à prendre crédit. On veut qu'on nous fasse des prêts. Ce n'est pas possible parce qu'on n'a pas de preuves. Et on a des projets de 10 millions pendant qu'on n'a jamais géré 100 000 francs. Il y a quelque chose. C'est pas crédible. Il y a quelque chose. Mais de ce que je retiens également de cet entretien-là, c'est qu'il faut avoir une vision. Vous avez parlé de perspective. Bien souvent, on se lance dans un commerce, vous l'avez dit, on n'a même pas de... On ne se projette pas, on n'a pas de projection de ce qu'on fera 2-3 ans après, pourvu que ça roule, ça va. Mais il faut avoir déjà une vision claire de là où est-ce qu'on veut être. Oui, tout à fait. La vision, c'est le commencement. Si on n'a pas de vision, si on ne sait pas où on va, on ne peut pas profiter du vent. Donc, si on n'a pas de vision, on fait du surplace, je vous dis. Donc, il faut avoir une vision, savoir où on veut aller. Quand on dit la fin justifie les moyens, la fin F-A-I-M comme la fin F-I-N justifie les moyens. Quand on a faim, on se donne les moyens de mettre fin à la faim. Okay. Comme disait donc un ancien président français, Jacques Chirac, pour ne pas le nommer, celui qui ne sait pas où il va a un destin de feuille morte. Monsieur Michael Kofi, oui. Alors quand vous regardez un peu d'où vous venez et où vous partez, quels conseils pouvez-vous donner aux jeunes qui nous regardent, qui attendent parfois des millions, qui attendent l'aide secourable, la main secourable d'un tonton, d'une tantille, d'une ONG, qui attendent le gouvernement? On a vu que le gouvernement ne peut tout faire. Alors, par rapport aux jeunes anglophones, il y a une vraie différence avec les jeunes francophones qui sont très bureaucratisés dans la tête. Ouais. Comment ça peut changer tout ça? Je pense que c'est de continuer de sensibiliser les jeunes, de communiquer vis-à-vis d'eux, de leur dire qu'on peut se prendre en charge aussi en étant entrepreneur, auto-entrepreneur, c'est possible. Il faut les amener à changer cette manière de penser-là qui est vraiment ancrée dans les mœurs des Ivoiriens. Mais je pense qu'aujourd'hui, les jeunes Ivoiriens ont compris. Ils ont compris que l'initiative privée est une solution à la question du chômage que nous vivons en Côte d'Ivoire. Nous voulons les inviter probablement le 30 juin à venir nous rejoindre, nous, jeunes entrepreneurs, porteurs de projets, à la salle INSAC, pour débattre des questions de l'entrepreneuriat. Ce sont des éléments pour nous, pour continuer d'échanger avec les jeunes qui veulent entreprendre, qui sont porteurs de projets, qui ont une activité, qui gèrent ça et là. Il faut la structurer pour qu'on sorte du modèle de subsistance et vivre une vie entrepreneuriale normale. Alors, on parle de vous, de votre cas. Vous avez cité d'autres personnes qui évoluent dans d'autres domaines, ébénisterie, restauration également. Ceux qui sont à la maison, qui vous regardent avec envie, on dira, et qui ont envie de se battre, pourraient penser que tout est facile, mais j'imagine que non. Passer d'une toute petite entreprise à une PME, il y a des difficultés. Il faut bien le rappeler également. Vous particulièrement, à quoi est-ce que vous avez été confronté? À la question du partage de la vision. Là où je voyais, où je voulais aller, les collaborateurs ne pensaient pas comme ça systématiquement. Donc, il faut arriver à les convaincre, il faut arriver à leur expliquer où nous allons. Cette petite entreprise qui a démarré quelque part, comment est-ce que d'ici 2, 3, 4, 5 ans, nous pouvons arriver à un stade supérieur. Donc, cet état de fait-là, il a été difficile. Mais Dieu merci, aujourd'hui, ils ont compris où nous allons et puis qu'est-ce que nous voulons devenir de la toute petite entreprise. Comment nous pouvons être aujourd'hui la PME et demain être la grande entreprise. Monsieur Kwadjo Noël, une question vraiment qui me tient à cœur. Vous savez, c'est une affaire d'argent. On passe d'une très petite entreprise à une PME. Parfois, l'argent peut venir vraiment brusquement, brutalement. Ça peut surprendre. Est-ce que parfois, il y a une certaine psychologie qui doit accompagner ça? Vous me comprenez? Tout à fait. Parce que ce n'est pas évident pour quelqu'un qui avait un chiffre d'affaires, qui gagnait 10 000 francs par jour, qui se retrouve aujourd'hui, du fait de vos formations, à des millions, à brasser des millions, tout ça. La psychologie peut changer, la vision même des collaborateurs avec qui on a commencé peut changer. Est-ce que votre formation, ça rime à un volet psychologique? Pas décliné sous cette forme-là, mais en tant que formateur, nous faisons aussi, nous insérons ce qu'on appelle un peu de développement personnel. Parce que moi, je dis qu'une personne, si
psychologiquement n'est pas préparé à gérer 1 milliard, on ne peut jamais avoir 1 milliard. Donc tous ceux qui gagnent au loto, généralement les années qui suivent, ils perdent cet argent parce qu'eux-mêmes ne sont pas préparés à gérer ce montant. Donc nous travaillons un peu sur le mental. Comme je le dis, le mental est toujours fondamental. Alors, donc, il faut se faire accompagner. Il faut se faire accompagner. Je vais vous poser la même question que j'ai posée à M. Kofi. Quelles sont les difficultés auxquelles un entrepreneur doit s'attendre? Parce que tout ne va pas toujours marcher comme sur des roulettes. Oui. Comme sur des roulettes. Alors, en tant que formateur, je vois mes entrepreneurs, souvent, il n'y a pas d'entrée d'argent. Donc, la saison est sèche. Très sèche. Donc, il n'y a pas de chiffre d'affaires. Il faut faire des sacrifices. Souvent, on n'a même pas le transport pour aller faire une livraison ou même aller prendre une commande. C'est difficile. Donc, c'est assez des sacrifices. Donc, par exemple, tous ceux que nous voyons qui ont réussi, c'est parce qu'ici, en Côte d'Ivoire, lorsque les gens ont réussi, on ne parle plus de leur vie passée. De leur mais galère. Toute réussite a une histoire. Toute réussite a une histoire. Donc c'est à force de travail, à force de sacrifices que les gens arrivent là où ils sont. Mais généralement, nous les jeunes Ivoiriens, on ne veut pas faire de sacrifices, mais on veut la vie facile en gris. Monsieur Michael Kofi, je rappelle sur ce plateau que vous êtes l'entrepreneur qui validait un peu ces modules de formation. Là, il faut que, quand vous regardez le rétroviseur, avec tout ce que vous avez eu comme cours, tout ça, qu'est-ce que vous entrevoyez pour l'avenir? Est-ce que votre vision a été multipliée par 5, 10, voire 15? Non, dans tous les cas, elle est entamée, elle est en cours. On espère qu'on va mieux la structurer, la développer avec les collaborateurs qu'on va avoir plus tard, mais elle tient. Je sens qu'on est sur le bon chemin. Petit à petit, nous avançons et nous croyons que nous deviendrons, aujourd'hui de PME, nous deviendrons une grande entreprise plus tard. Très bien. Alors pour finir, Monsieur Nguessan, en un mot pour finir, qu'est-ce qu'on va dire à toute cette jeunesse qui a envie de s'en sortir, mais qui n'a pas toujours les moyens, les outils? Ok. À cette jeunesse, d'abord, le premier outil, comme je l'ai dit, c'est nous-mêmes. Il faut avoir la volonté de réussir. Si on veut réussir, on va réussir. Si on a faim, on aura les moyens pour mettre fin à cette faim. Donc, toute cette jeunesse, je le dis, parce que très souvent, porteurs de projets, des gens sont devenus des transporteurs de projets. Parce qu'ils ont des projets de milliards, pourtant ils n'ont jamais géré 100 000, c'est difficile. Décidez de commencer petit. Quand vous ferez vos preuves, des gens viendront vous accompagner. Très bien. Alors, comme je l'ai dit, ça ne sera pas facile. Il y aura toujours des cailloux ou bien des pierres sur votre chemin. À vous d'en faire un pont ou un mur. Si vous faites un mur, vous ne partirez plus. Mais un pont, vous pouvez continuer le chemin. Belle conclusion pour cette émission. Merci à vous. Merci. Je rappelle M. Kwadio Noël Nguessan, formateur, M. Michael Kofi, entrepreneur. C'était le volet économique de ce lundi. Merci d'être resté avec nous. Merci de votre fidélité à cette matinale. Je rappelle qu'elle portait la signature technique de Félicité Tsoro et nous avons à la rédaction, bien évidemment, Kadi Fadiga, assisté de Lassina Ouattara. Merci encore une fois. Je vous donne rendez-vous déjà à 14h30 pour la rediffusion de cette thématique qui, je pense, vous a intéressé et vous intéressera encore cet après-midi. Et puis sinon, si vous voulez retrouver l'intégralité de l'émission, notamment le face-à-face Niamien Conan, Gabriel Zani, ce sera sur les démembrements digitaux de Matin Bonheur. Sinon, on se dit à 5h30 demain matin.